Une fusillade éclate dans le garage d'une villa huppée d'Oklahoma City. Les analyses balistiques révèlent que 2 armes différentes ont été utilisées, ce qui indique que 2 tireurs se trouvaient sur la scène de crime. De minuscules marques sur une douille, des fibres légèrement roussies et une reconstitution du crime établiront qu'il s'agit d'un complot machiavélique. Un homme est assassiné à coups de hache pendant son sommeil. Il vivait seul, mais la police s'intéresse en priorité à ses 3 ex-épouses. Une empreinte de pas et des taches de sang vont permettre de résoudre cette ténébreuse affaire. Bonjour, soyez les bienvenus pour suivre en ma compagnie ce nouvel épisode des Enquêtes Impossibles. Alors prenez une douille de chevrotine de calibre 16, une signature qui comporte un minuscule symbole chrétien, des résidus de poudre incrustés dans la peau d'un avant-bras et des vêtements tachés de sang. Ajoutez-y une police d'assurance vie d'un montant de 800 000 $, saupoudrez le tout d'une bonne dose de cynisme et de cupidité et vous obtiendrez la recette de la première affaire criminelle que je vous propose de découvrir maintenant. Rob Andrew avait tout pour être heureux. Une très bonne place dans une agence publicitaire, beaucoup d'amis et une famille aimante. Rob Andrew était le parfait exemple du genre idéal. En bon chrétien, il allait régulièrement à l'église, un père dévoué pour ses enfants, un homme d'affaires avisé, bref, quelqu'un de bien. 2 jours avant Thanksgiving, Rob Andrew part chercher ses enfants en sortant du travail. La famille a prévu d'aller passer le week-end chez ses parents. Sur la route, Rob appelle son meilleur ami. Il m'a appelé chez moi vers 17h30. Il m'a dit qu'il n'avait pas arrêté de la journée et qu'il avait hâte d'aller chercher les enfants pour fêter Thanksgiving en famille. Rob veut partir le plus vite possible et laisse sa voiture devant la maison. J'ai entendu la porte électrique du garage s'ouvrir, puis il m'a dit « Bon, je vais te laisser ». Alors qu'il pénètre à l'intérieur du garage, Brenda, sa femme, lui demande de redémarrer la chaudière qui s'est arrêtée en début de journée. Et là, tout s'enchaîne. Selon Brenda, 2 hommes masqués surgissent de nulle part, armes au poing. Avant de disparaître. I've been shot. My husband's been shot. Okay, you and your husband have both been shot? Yes. Who shot you? I don't know. You don't? I don't know. They had on black masks. I don't know. Robert Andrew, 45 ans, meurt dans le garage. Monsieur Andrews a reçu 2 balles, une du côté droit et une autre du côté gauche. Les 2 projectiles ont été tirés de 2 endroits différents, ce qui veut dire qu'il y avait 2 tireurs. Brenda, elle aussi, a été touchée. Elle est transportée d'urgence à l'hôpital. Heureusement pour elle, elle avait été touchée dans le gras du bras gauche. La balle lui a traversé le bras avant de venir se loger dans l'un des murs du garage. Elle provient d'un pistolet de calibre 22. Sur le toit du monospace de Brenda, la police retrouve également une douille de fusil de chasse. Il y a donc 2 armes différentes. Les canettes vides éparpillées sur le sol indiquent que Rob a eu le temps de voir arriver ses agresseurs et a tenté de se protéger avec le sac de canettes. Juste avant qu'on lui tire dessus une 2e fois, il a eu le temps de voir le visage de son agresseur. Apparemment, le mobile n'est pas le vol. Ils n'ont pas pris son portefeuille. Il a même été transpercé par du plomb provenant des tirs de fusil. Les 2 enfants qui étaient au premier étage sont indemnes. Tout laisse à penser qu'il s'agit d'une exécution. Néanmoins, personne ne sait pourquoi Robert Andrew a été pris pour cible. Les enquêteurs n'ont aucune piste. Il n'y a pas de mobile et aucun témoin. Ils espèrent maintenant que l'autopsie leur fournira davantage d'informations. La nouvelle de l'assassinat de Rob Andrew est un véritable choc pour les habitants d'Oklahoma City. On a rarement vu de tels crimes dans la région.
Rob et Brenda étaient le couple idéal, du moins en apparence. Ils donnaient l'image d'une famille modèle, un couple amoureux, souriant, avec 2 beaux enfants. Le couple participe activement à la vie de la paroisse. Brenda enseigne le catéchisme et Rob s'est porté plusieurs fois volontaire pour faire du bénévolat en Amérique du Sud. Dès le début de l'enquête, la police apprend que Rob avait déjà été victime d'une tentative de meurtre. À peine 1 mois avant les faits, Rob a signalé à la police qu'on avait saboté les freins de sa voiture. Hi there, I'd like to report a client. My brake lines have been cut. That sounds like attempted murder, don't you think? Quelques heures plus tard, alors que Rob fait réparer ses freins, il reçoit un appel. Sa femme a eu un grave accident de voiture et il est attendu d'urgence à l'hôpital. Un homme au téléphone lui a dit que sa femme était à l'hôpital, à 45 km de là, qu'elle le réclamait et qu'il devait venir la rejoindre de toute urgence. Méfiant, Rob rappelle quand même l'hôpital avant de partir et découvre que sa femme n'a jamais eu d'accident de voiture. De toute évidence, l'homme qui a saboté ses freins voulait qu'il se rende de toute urgence à l'hôpital. Il était persuadé qu'on en voulait à sa vie, persuadé que la personne qui avait saboté ses freins avait ensuite tenté de le faire venir à l'hôpital en espérant qu'il ait un accident. C'est ce qui paraissait le plus plausible. Les enquêteurs ne disposent d'aucun indice pour remonter la piste des tueurs. Rob, Brenda Andrews et leurs enfants correspondent à l'image stéréotypée que l'on se fait de la famille américaine. Ils sont pieux, apparemment heureux et bien intégrés à leur communauté, et ils n'ont pas d'antécédents judiciaires. Alors, quel est, dans ces conditions, le mobile des assassins? Quelques jours après le meurtre de Rob Andrew, ses voisins découvrent à leur retour de vacances qu'ils ont été victimes d'un cambriolage. Après avoir défait les valises, j'ai voulu commencer à ranger. J'ai ouvert la penderie et là, je me suis aperçue qu'une petite étagère à chaussures avait disparu. Du coup, on a fait le tour de la maison et on est tombé sur une douille de fusil dans une des chambres. La douille provient d'un fusil de chasse de calibre 16. Elle est immédiatement envoyée au laboratoire médico-légal pour analyse. Les experts la comparent au microscope à la douille de calibre 16 retrouvée dans le garage des Andrew. Ils s'intéressent plus particulièrement au culot en laiton. Chaque fois que l'on appuie sur la détente, le percuteur frappe le culot de la douille et il laisse une empreinte propre à chaque arme. Selon le pourcentage de correspondance entre les microtraces observées sur les douilles, l'expert en balistique peut déterminer si oui ou non les douilles proviennent de la même arme. Et dans ce cas, aucun doute possible. Les 2 douilles proviennent bien de la même arme. Dans le grenier de la maison des voisins, la police retrouve également des balles de calibre 22, les mêmes que celles de la 2e arme utilisée par les suspects. C'était comme si on les avait fait tomber sans faire exprès. D'après nous, on ne les avait pas placées là intentionnellement. Elles avaient dû tomber de la poche de quelqu'un qui essayait de monter à l'étage. Une découverte qui laisse à penser que les meurtriers sont venus se cacher chez les voisins après le crime pour s'enfuir tranquillement un peu plus tard. Selon toute vraisemblance, quelqu'un était monté au grenier. Ils ont grimpé sur le placard, ou ils ont posé le pied sur l'étagère pour redescendre. Résultat, l'étagère a lâché et elle s'est cassée. Ensuite, ils ont essayé de dissimuler les morceaux tant bien que mal en les cachant sous le lit. Curieusement, il n'y a aucun signe d'effraction dans la maison des voisins. Ce qui veut dire que soit les meurtriers sont des professionnels, soit ils possèdent une clé de la maison. La police n'a aucune piste. Les enquêteurs se demandent alors à qui profite le crime. Les proches de Rob sont unanimes. Brenda avait tout intérêt à ce que son mari meure. On a découvert que leur mariage avait des hauts et des bas. Ils s'étaient déjà séparés plusieurs fois. Et on a également appris que Brenda Andrew avait eu plusieurs relations extra-conjugales. À ce moment-là, M. Andrew était persuadé que sa femme le trompait avec son courtier en assurance, un certain Pavat. James Pavat, 48 ans, enseigne le catéchisme dans la même église que Brenda.
et ils n'avaient pas peur de s'afficher ensemble, y compris devant les enfants de Rob. Entre James et Brenda, c'était bien plus qu'une aventure. Imaginez, juste avant la mort de Rob, ils étaient carrément partis en vacances au Texas avec les enfants. Franchement, quel mari laisserait sa femme et ses enfants partir en vacances au Mexique avec un parfait inconnu? J'aimerais bien qu'on me le dise. Quelques mois avant sa mort, Rob exige de sa femme qu'elle quitte son amant. Brenda refuse et demande le divorce. Rob change alors immédiatement le nom du bénéficiaire de leur assurance vie qui s'élève à 800 000 $. Il me semble qu'il a fait de son frère l'unique bénéficiaire de l'assurance vie jusqu'à la majorité des enfants. Comme ils étaient mineurs à l'époque, il devait désigner un tuteur pour gérer l'argent jusqu'à leur majorité. Mais après la mort de Rob, la police découvre avec étonnement que l'unique bénéficiaire de l'assurance vie est de nouveau Brenda. Ce qui éveille immédiatement les soupçons de la police. Les enquêteurs demandent alors à un expert en graphologie d'authentifier la signature de Rob Andrew sur le contrat d'assurance vie. Généralement, on signe avec style et rapidité. C'est sûrement le geste que l'on reproduit le plus au cours de son existence. Pour mon expertise, j'ai donc repris 136 signatures de la main de Rob Andrew sur une période de 13 ans. La manière d'écrire et de signer est quelque chose de personnel et de beaucoup plus difficile à imiter qu'on l'imagine. Analysé par des experts graphologues, les caractéristiques d'une écriture fournissent un outil de diagnostic très efficace quand on en vient à mettre en doute l'authenticité d'un document. Alors, la forme des lettres individuelles, leur inclinaison, leur taille relative et la façon dont elles s'accrochent entre elles sont examinées en détail à la loupe ou à l'aide d'un microscope binoculaire à faible grossissement, les spécialistes comparant l'échantillon douteux à des modèles de référence. La première affaire où ce type d'analyse prouva sa pertinence fut celle de l'enlèvement du fils de Charles Lindbergh en 1932. Le kidnappeur avait envoyé au célèbre aviateur une demande manuscrite de rançon de 50 000 $. 2 ans et demi plus tard, Bruno Hauptmann fut arrêté tandis qu'il était en train de dépenser une partie de la somme. Des similarités entre sa signature et la demande de rançon permirent de le confondre et de le faire condamner à la peine capitale. Dans le cas qui nous intéresse, les enquêteurs disposent de la signature douteuse apposée au bas du contrat d'assurance vie et des échantillons de la signature authentique de Rob Andrews collectés au cours des 13 années précédentes. Bien entendu, la signature de Rob a évolué au fil des années. Avec le temps, la signature de Rob Andrew avait gagné en style. Elle était devenue plus artistique. 2 ans et demi avant sa mort, Rob ajoute même un petit élément à sa signature. J'avais remarqué une petite nouveauté en bas à droite. J'ai réexaminé toutes les signatures une à une, et j'ai vu que ce petit signe en forme de poisson revenait à chaque fois. Il s'agit en fait de l'ictus, un symbole chrétien que Rob a ajouté à sa signature pour exprimer sa foi. Un symbole qui n'apparaît pas sur le formulaire de changement de bénéficiaire. Ce symbole comptait beaucoup pour lui. Il apparaissait sur absolument tous les documents qu'il signait, y compris des documents très formels comme les documents d'entreprise. Or, on ne retrouvait pas ce symbole sur le nouveau contrat d'assurance vie. Utilisé du 1er au 4e siècle, l'ictus, qui signifie poisson en grec ancien, c'est un symbole chrétien à double sens. Il signifie à la fois le Christ, mais aussi les chrétiens, qui s'appelaient entre eux les piscis, les poissons. Les premiers chrétiens persécutés par les Romains l'utilisaient comme code secret pour se reconnaître entre eux. Mais ce symbole, qui est l'une des caractéristiques de la signature de Rob Andrews, ne figure pas sur le document douteux.
Et ce n'est pas la seule différence que l'expert observe sur la signature du document en question. Rob Andrew avait l'habitude d'attacher le N et le D de Andrew. Une autre caractéristique qui n'apparaît pas sur le formulaire, ce qui permet à Parrett d'affirmer avec certitude que quelqu'un a imité la signature de Rob. Reste maintenant à savoir qui. La police sait que Brenda Andrew tenait absolument à rester l'unique bénéficiaire de l'assurance vie de 800 000 $ souscrite par son mari. Et James Pavatt, son amant, avait les moyens de s'en assurer. Puisque c'est lui qui avait fait signer ce contrat à Rob. La police soupçonne désormais Brenda d'avoir organisé le meurtre de son mari. Les enquêteurs demandent donc aux experts en balistique d'examiner de plus près les clichés de sa blessure et de l'impact de balles sur son pull. Et dans les deux cas, ils remarquent des cercles noirs, signes de résidus de poudre. Il s'agit en fait de la poudre non brûlée ou partiellement brûlée, de la suie et des gaz chauds qui s'échappent du canon au moment où le projectile est éjecté. À l'aide du même modèle de pistolet, les experts procèdent à des tirs de comparaison pour déterminer la forme des résidus de tir. Après observation des résidus de tir sur le pull et sur sa blessure, j'ai pu déterminer que la distance de tir se situait entre le bout touchant et approximativement 6 cm. Un rapport d'expertise qui vient contredire le témoignage de Brenda. Selon elle, le tireur se trouvait à une distance comprise entre 4,50 m et 6 mètres. La police est maintenant certaine que Brenda Andrew est impliquée dans le meurtre de son mari. Mais l'a-t-elle tué? Sur une scène de crime, les experts en balistique calculent la trajectoire et la vitesse des projectiles à partir des orifices d'entrée et de sortie en tendant des fils ou en pointant des rayons laser. Sachant par ailleurs qu'un tir d'arme à feu s'accompagne d'une projection de gaz et de résidus de poudre, ils sont capables de mesurer la distance qui séparait le ou les tueurs de la victime. Le tir à bout touchant, appuyé, provoque une concentration des résidus de poudre autour de l'orifice, tandis que le tir à bout touchant non appuyé provoque un orifice d'entrée circulaire sous l'effet de la compression des gaz. Dans notre affaire, une contradiction apparaît clairement entre la déclaration faite par Brenda Andrews au policier et la nature de sa blessure. Le tireur qui a ouvert le feu dans sa direction ne pouvait pas se trouver à une distance de 5 à 6 mètres comme elle le prétend. Il a braqué le canon de son arme à quelques centimètres seulement de son bras. S'ajoutant à la falsification de la signature du contrat d'assurance vie, ce faux témoignage met en état d'alerte les enquêteurs. Pour comprendre le rôle qu'a pu jouer Brenda Andrew dans le meurtre de son mari, les enquêteurs envoient ses vêtements à Tom Bevel, un expert en analyse de traces de sang. Bevel remarque que les traces sur le jean de Brenda ont une forme longitudinale, ce qui indique que le sang a coulé de son bras lorsqu'elle a été blessée. On a ici une projection à basse vélocité due à la gravité. Ça correspond aux gouttes de sang qui sont tombées de son bras. Les tests ADN confirment qu'il s'agit bien du sang de Brenda. Mais Bevel relève également des traces en forme de gouttelettes en dessous du genou. Celles-ci ont pénétré plus profondément dans le coton. Ici, c'est une projection à vélocité élevée, qui résulte d'un coup de feu. Dans ce cas, ce sont les petits grains de plomb qui ont projeté le sang de la victime et sont à l'origine des éclaboussures sur le pull de sa femme. Cette fois, les tests ADN révèlent qu'il s'agit du sang de Rob. Les enquêteurs savent maintenant que Brenda se trouvait tout près de Rob lorsque celui-ci a été abattu. Les éclaboussures sur son jean nous ont fourni l'élément de preuve qui nous manquait pour pouvoir affirmer que Mme Andrew tenait bien le pistolet dans ses mains. Le procureur pense que Brenda avait prémédité le meurtre de son mari depuis des mois.
Elle aurait également imité sa signature afin d'être l'unique bénéficiaire de son contrat d'assurance vie. Elle a vraisemblablement tenté de le supprimer une première fois en sabotant les freins de sa voiture. Les enquêteurs pensent que c'est sûrement son amant, James Pavatt, qui a ensuite appelé Rob pour lui faire croire que sa femme était à l'hôpital. Mais voyant que leur plan n'a pas fonctionné, les amants échafaudent un nouveau scénario et décident de faire croire à une agression. Ils prévoient de mettre leur plan à exécution le week-end de Thanksgiving, dès que Rob rentrera du travail. Le soir du meurtre, Pavatt se cache dans le garage, derrière le monospace. Lorsqu'ils entendent la voiture de Rob arriver, le plan se met en marche. Quand Rob entre dans le garage, Brenda lui demande de rallumer la chaudière pendant qu'elle fait les derniers préparatifs. Pavatt tire le premier coup de feu depuis l'arrière du monospace. Puis il donne son arme à Brenda. Il a vu son bourreau en face. On ne saura jamais ce qu'elle lui a dit. Les éclaboussures de sang sur le jean de Brenda prouvent qu'elle se trouvait à moins de 30 cm de lui. Pavatt tire ensuite dans le bras de Brenda avec un pistolet de calibre 22, à seulement quelques centimètres de sa cible, d'où les marques de brûlure. Brenda appelle ensuite la police pour leur faire croire à une agression, pendant que Pavatt va se cacher dans la maison voisine. Les voisins de Brenda se sont absentés pour les fêtes et lui ont laissé la clé de chez eux. Pavatt y reste au moins une journée, le temps que la police termine ses investigations sur la scène de crime. Lorsqu'il entend le fils des propriétaires pénétrer dans la maison pour prendre le courrier, il recharge son fusil de chasse, éjectant ainsi une douille. Heureusement, le jeune homme reste au rez-de-chaussée. S'il était monté à l'étage, il aurait sans doute lui aussi été abattu. Les enquêteurs ne retrouveront jamais l'arme du crime. Pendant nos investigations, on a découvert que M. Pavatt avait acheté un pistolet de calibre 22 chez un armurier du coin, un mois avant le meurtre. Il avait carrément utilisé sa carte de crédit. On avait toutes les pièces du puzzle, mais dans le désordre. Et une fois que petit à petit on a réussi à les imbriquer entre elles, à faire le lien entre tous les indices, on a compris que sa femme était obligatoirement impliquée dans le meurtre. Brenda Andrew et James Pavatt sont mis en examen pour meurtre avec préméditation. Mais ils sont jugés séparément. Pavatt est le premier sur le banc des accusés. Nous, le jury, déclarons l'accusé James Dwight Pavatt coupable de meurtre avec préméditation et le condamnons à la peine de mort. Lors du procès de Brenda, l'avocat général l'a décrit comme une sociopathe sans cœur. L'accusation montre aux jurés ses photos de vacances aux côtés de James Pavatt et des enfants, alors qu'elle est encore mariée à Rob. Les jurés entendent également des messages laissés par Brenda sur la boîte vocale de Rob, où elle l'accuse, entre autres, d'être un mauvais père. Hey, it's Brenda. You halfway dad who can't even return calls about your children? You ought to call me if you even care one little ounce. Oh, that's right, you don't. We've been able to figure that out. Mais aussi un appel entre Rob et la mère de Brenda juste avant le crime. She does not like me. That makes it really hard to live there. I mean, I look at her, I just want to break out and cry because I love the girl so much, and I have loved her for a long, long time. And the one thing that I knew that Brenda liked was money. Brenda est elle aussi reconnue coupable d'assassinat. Les preuves médico-légales seront impossibles à contredire pour la défense. Nous, les jurés, et selon le serment que nous avons prêté à la Constitution et à ce tribunal, reconnaissons l'accusé coupable d'assassinat et la condamnons à la peine de mort. Brenda Andrew est à ce jour la seule femme condamnée à mort dans l'État d'Oklahoma. Pendant 4 ans, je me suis posé et reposé la question. Pourquoi Brenda et Jim ont-ils fait ça? Pourquoi ont-ils ôté la vie de Rob Andrew?
Et encore aujourd'hui, je n'arrive toujours pas à concevoir qu'on puisse accorder aussi peu d'importance à la vie humaine. Il faut vraiment être un monstre pour être capable d'une telle chose. L'avocat général décrira ce crime comme l'un des plus sanglants qu'il ait jamais vu. L'affaire était particulièrement complexe. On se demandait comment on allait faire pour tout bien expliquer en aussi peu de temps, avec autant d'éléments. En fait, je crois que le jury voulait surtout savoir ce qui s'était réellement passé au moment fatidique. L'épreuve physique vous raconte toujours une histoire. Le plus dur, c'est de réussir à l'interpréter de la bonne manière. Et c'est à nous que revient cette tâche. En additionnant 2 mobiles cousus de fil blanc, reconnaissons que les amants criminels ont facilité la tâche des enquêteurs. Ils n'ont pas dissimulé leur liaison et ils ont falsifié le contrat d'assurance vie du mari trompé dans le but, bien sûr, de s'approprier la somme de 800 000 $. Les preuves matérielles, analyse graphologique, études balistiques et examens sanguins n'ont fait que confirmer les soupçons qui pesaient sur eux dès le début de l'enquête. Sachez encore que, se voyant démasqués, James Pavat et Brenda Andrews ont pris la fuite au Mexique. Ils ont été arrêtés 3 mois plus tard à un poste frontière et traduits en justice en 2003. Condamnés à la peine capitale, Brenda Andrews n'a manifesté aucune émotion, n'a exprimé aucun regret ni remords d'avoir privé ses 2 enfants de la présence de leur père. Alors, ainsi que son complice, elle attend aujourd'hui l'exécution de la sentence dans le couloir de la mort. Dans les années 1930, Edmond Locard, le précurseur de la criminalistique moderne, affirmait que victimes et criminels offrent aux policiers suffisamment d'indices pour être, dans presque tous les cas, identifiés ou démasqués. Alors non seulement son analyse n'a jamais été démentie, mais les progrès combinés de nouvelles technologies, comme la biologie et l'informatique, ont permis aux enquêteurs d'exploiter de minuscules indices. Bill Lowes, 47 ans, est chauffeur poids lourd. C'est un employé modèle. Son patron sait qu'il est consciencieux et qu'il peut compter sur lui. C'est pourquoi, lorsqu'il ne vient pas travailler pendant 2 jours d'affilée, son responsable appelle sa famille pour savoir ce qui se passe. Je travaille juste en bas de chez Bill. Donc j'ai dit à ma femme que j'irais faire un tour chez lui. Et je suis allé chez lui. La voiture de Bill est garée dehors et la porte de sa maison est ouverte. À l'intérieur, Joe découvre son frère. Il n'a jamais rien vu d'aussi horrible. Il était allongé dans son lit. Il y avait du sang partout par terre et sur les murs. C'était une scène effroyable. Les policiers m'ont dit qu'ils n'avaient jamais vu autant de sang sur un plafond. Le corps de Bill est sous les draps. Il est froid, ce qui indique qu'il est mort depuis un certain temps. On ne pense jamais que ça peut arriver à l'un de nos proches. Dans la petite ville de Cap Girardeau, dans le Missouri, la police et le shérif connaissent bien Bill Lowes. Selon eux, c'était quelqu'un de sympathique. Il n'avait pas fait d'études, mais il était travailleur, et il passait son temps libre à jouer au billard dans un des bars de la ville. Il avait la réputation d'être pas mal porté sur la bouteille, mais ça s'arrêtait là. Rien n'indiquait qu'il était mêlé à un trafic de drogue, qu'il appartenait à un gang ou qu'il était impliqué dans d'autres activités illégales. Il n'y a aucun signe d'effraction dans sa maison, mais Bill Lowes ne fermait jamais ses portes à clé. Ses amis et sa famille le savaient. La personne qui avait commis ce crime devait savoir que la porte d'entrée était ouverte, ou alors elle avait une clé. Donc, c'était forcément un proche de la victime. Le fait qu'on ait retrouvé son portefeuille dans l'une des poches de son pantalon indiquait que le vol n'était pas le mobile du meurtre. Les statistiques sont formelles. En fait, dans 75% des cas, la victime connaît son meurtrier ou a un lien avec lui. En général, c'est soit un ami, soit un membre de la famille. Le docteur Mary Case, médecin légiste, pratique l'autopsie et conclut rapidement qu'il s'agit d'un meurtre.
Il avait 4 grandes blessures qui partaient de derrière l'oreille jusqu'à l'arrière du crâne. Elle trouve aussi des preuves indiquant que la victime dormait et n'a pas entendu le tueur arriver. Il ne présentait aucune blessure défensive. Ce sont des blessures que l'on voit parfois quand la victime lève la main ou le bras pour essayer de se protéger. D'où ces blessures, mais là, ce n'était pas le cas. Bill Lowes était totalement sourd d'une oreille et partiellement de l'autre. C'est pour ça qu'il n'a pas entendu le tueur pénétrer chez lui et qu'il a été tué dans son sommeil. L'attaque a été d'une grande violence. La victime était allongée dans son lit et vu les éclaboussures de sang, on voyait bien qu'il n'avait même pas eu le temps de réagir. La police ne retrouve pas l'arme du crime chez Bill Lowes, mais selon le médecin légiste, il s'agirait d'un objet long et droit. Il pouvait s'agir d'un pied de biche ou d'une batte de baseball. La police ne trouve aucune empreinte digitale dans la maison. Mais dehors, elle découvre une première preuve. Une trace de pas dans la boue. Il avait plu ce jour-là à Cap Girardeau. Donc si l'empreinte était là depuis plusieurs jours ou plusieurs semaines, la pluie l'aurait effacée. Les techniciens de scène de crime effectuent un moulage de la trace de pas avec du plâtre, une méthode vieille de plus de 2 siècles. Lorsque le plâtre durcit, les enquêteurs obtiennent une empreinte de la chaussure. Si on arrivait à trouver la personne qui portait ces baskets, on pouvait au moins prouver sa présence sur les lieux, au moment où on situait approximativement le meurtre. Il n'existe aucune branche de la science policière qui soit aussi importante et négligée que l'art de comprendre les empreintes de pas. C'est Conan Doyle qui fait dire ça à son célèbre détective dans son roman « Une étude en rouge ». Remarque judicieuse, qui n'a rien perdu de sa pertinence 1 siècle et demi plus tard. L'empreinte des semelles de chaussures fournit en effet aux enquêteurs une mine de renseignements. Elle peut indiquer le sexe et la taille du suspect, et éventuellement sa corpulence, en prenant en compte la pression des pas exercée sur une surface molle. Elle renseigne aussi sur les points d'entrée et de sortie sur une scène de crime. En plus de la marque et du modèle de chaussures, les empreintes se distinguent par les traces d'usure et les défauts de fabrication. Pour effectuer les moulages, le plâtre a peu à peu été remplacé par des résines. Et un procédé électrostatique permet de recueillir les empreintes latentes visibles en lumière rasante sur des surfaces sèches, comme les tapis ou les revêtements de sol synthétiques. Alors dans notre affaire, les policiers effectuent un moulage traditionnel au plâtre et envoient une photographie de l'empreinte à une base de données qui répertorie plusieurs dizaines de milliers d'échantillons. Mais tout en explorant cette piste, ils doivent aussi découvrir le mobile du meurtrier. Pour trouver un suspect, les enquêteurs doivent découvrir qui voulait la mort de Bill Lowes. Après l'enterrement, je ne sais pas combien de personnes sont venues me voir pour me dire que Bill les avait aidés. Il les avait hébergés, il leur avait donné à manger, ou il les avait dépannés. Bill était comme ça, c'était tout lui. Et qu'il soit mort de cette façon, c'est vraiment pas juste. Les enquêteurs s'intéressent d'abord aux suspects habituels. On cherche d'abord parmi les collègues de travail. Peut-être que l'un d'entre eux lui en voulait. On essaie de voir s'il n'avait pas une aventure avec une de ses collègues, s'il n'y avait pas un mari jaloux qui aurait pu lui en vouloir. Bill Lowes vivait seul, mais il avait 3 ex-femmes. 80% des meurtres sont des crimes passionnels. Quand on tue quelqu'un, c'est soit qu'on l'aime trop, soit qu'on le déteste. Et pour ressentir ce genre de sentiment, il faut être très très proche de la victime. Lui et sa première ex-femme étaient en bons termes. Ils avaient eu un enfant ensemble. Avec sa deuxième femme, je crois qu'ils étaient en bons termes aussi. C'est juste que ça n'avait pas marché entre eux.
Ses deux premières ex-femmes ont un alibi pour la nuit du meurtre. Son troisième mariage, c'était une autre histoire. Vanda Kennup, 39 ans, a été mariée à Bill Lowes pendant 2 ans. Quand j'ai rencontré Bill, c'était quelqu'un de gentil et de bon, mais sa famille ne m'a pas accepté. Il y a un vieux dicton dans le sud de l'Illinois qui dit « Si tu ne viens pas du bon côté de la voie de chemin de fer, tu n'as pas ta place ici. » Et moi, je venais du mauvais côté. Bill était le 6e mari de Vanda et elle était convaincue qu'il était le beau-père idéal pour son fils de 17 ans, Brian. C'était un type formidable. J'adorais passer du temps avec lui. Je l'accompagnais souvent dans ses tournées. On allait jusqu'à Saint-Louis et on revenait. Je lui donnais un coup de main. Vanda et Bill avaient tous deux un problème d'alcool et il leur arrivait d'en venir aux mains quand ils se disputaient. Quand il se mettait à boire, ça dégénérait. Quand il était saoul, c'était une vraie pourriture. Une fois, il m'a violemment battu. C'est là qu'on a décidé de se séparer. Bill n'était pas un mauvais bougre, même si certains essaient de faire croire le contraire. Il n'était pas méchant. Lorsque Bill est assassiné, le couple est déjà divorcé depuis 1 an. Pourtant, les enquêteurs apprennent que Vanda est toujours la bénéficiaire de l'assurance vie de son ex-mari, qui s'élève à 20 000 $. Elle avait 20 000 raisons de vouloir le tuer. Ils étaient séparés et elle avait des problèmes d'argent. C'était un mobile possible et les enquêteurs devaient s'y intéresser. Vanda nie catégoriquement être impliquée dans le meurtre de son ex-mari. La police m'a interrogé au sujet de cette assurance vie, mais je n'étais pas du tout au courant. De plus, Vanda possède un alibi. La nuit du meurtre, elle se trouvait dans un bar avec son nouveau petit ami. Plusieurs témoins les ont vus. On a pu établir qu'elle n'avait rien à voir dans cette affaire. Son fils Brian a également un alibi solide. Au moment des faits, il était parti camper avec son ami Michael Hale. Michael Hale confirmait l'alibi de Brian. Ils étaient allés pêcher et ils pouvaient le prouver. Il avait les reçus des magasins où ils avaient acheté tout ce qu'il leur fallait pour aller camper. Personne ne semble avoir de mobile. Et rapidement, l'enquête piétine. Brian Crew a un alibi pour la nuit du meurtre de son beau-père. Il dit qu'il campait avec son meilleur ami Michael Hale et celui-ci corrobore son histoire. Les enquêteurs l'interrogent pour la forme, sans attendre grand-chose de cette entrevue. Il ne tire aucun avantage financier de la mort de son beau-père et apparemment, il s'entendait bien avec lui. Il était le père que je rêvais d'avoir et que je n'avais jamais eu. On passait de super moments ensemble. C'est quelque chose que je n'avais jamais connu durant mon enfance. Oui, qui a massacré Bill Lowes à coups de hache? Le mobile n'étant pas le vol, les policiers s'intéressent à l'entourage de la victime. Les 2 premières ex-épouses de Lowes possèdent des alibis et pas de mobile. La dernière, Vanda Kennup, entretenait avec lui des relations orageuses et elle avait demandé le divorce après 1 an de mariage pour ne plus avoir à subir les maltraitances que Lowes lui infligeait en état d'ivresse. Vanda est par ailleurs bénéficiaire d'une assurance vie de 20 000 $ qu'elle touchera en cas de décès de son ex-mari. Mais, durant la nuit du meurtre, elle a été vue dans un bar par plusieurs témoins. Son fils, Brian Crew, 17 ans, affirme pour sa part ne nourrir aucun grief à l'égard de son ex-beau-père. Et il possède lui aussi un alibi. Mais tandis qu'un shérif procède à un interrogatoire de routine, il remarque que le garçon porte aux pieds des chaussures de sport dont les semelles pourraient être similaires aux empreintes prélevées à l'arrière de la maison de Bill Lowes. Et il décide aussitôt d'en avoir confirmation. Je peux voir vos chaussures? Je lui ai demandé de me montrer les semelles de ses chaussures.
Et quand je les ai vues, j'ai trouvé qu'elles ressemblaient énormément aux empreintes de pas retrouvées chez la victime. L'expert Dave Warren est chargé d'examiner les chaussures. Quand on a les chaussures, on les compare directement au moulage en plâtre. C'est une reproduction en relief de l'empreinte de la semelle, ce qui permet de les comparer. Mais le moulage de la semelle n'est pas de très bonne qualité. Lorsqu'on marche dans la boue, il arrive que la chaussure glisse. Il permet toutefois de déterminer la taille, la marque et le modèle de la chaussure, et on voit suffisamment le dessin de la semelle pour effectuer une comparaison. Les traces d'usure du dessin de la semelle, qui se trouvait sur le moulage en 3 dimensions, correspondaient à celui de la semelle du suspect. C'était une information capitale. On avait trouvé des traces de pas et elles correspondaient aux chaussures du suspect. J'étais assis là en face de lui et je me suis dit que c'était comme une partie d'échecs. Quelle stratégie allait-il adopter? Et lui, il était assis à l'autre bout de la table, en train de penser « Maintenant, ils savent que c'est mes chaussures. Qu'est-ce que je vais pouvoir leur raconter ?» Mais le suspect a une explication très simple. Il explique qu'il est allé chez Bill Lowe's quelques jours avant le meurtre pour récupérer des affaires de sa mère, et c'est à ce moment-là qu'il a laissé son empreinte de pas. La police doit donc vérifier son alibi pour la nuit du meurtre. Et celui-ci n'est finalement pas si solide. La police découvre que l'ami du suspect, Mike Hale, 31 ans, a déjà été condamné pour vol. Michael Hale avait déjà fait de la prison. Il savait que l'enjeu était énorme. Au début, Michael Hale a corroboré l'alibi de son ami, mais sous la pression, il change sa version des faits. À un moment, il a dit « Bon, je vais vous dire ce que je sais ». Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que l'alibi de Brian Crew ne tenait pas la route. Michael Hale admet qu'il était avec Brian Crew la nuit du meurtre et qu'ils se sont arrêtés chez Bill Lowe's. Hale dit qu'il a attendu dehors pendant que Brian est allé parler avec son beau-père. Brian est revenu quelques minutes plus tard, couvert de sang, avec une hache à la main. Et bien sûr, à ce moment-là, Mike lui a fait « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Et Crew lui aurait répondu « Bill Lowe's ne fera plus jamais de mal à ma mère. » Ils ont roulé jusqu'à l'entrée d'un parc tout proche, où Brian a jeté la hache sur le toit d'un bâtiment inoccupé. La police retrouve la hache à l'endroit indiqué par Michael Hale. Il n'y a pas d'empreinte dessus, mais il y a plusieurs cheveux et du sang séché. Les cheveux sont identiques à ceux de Bill Lowe's. L'expert scientifique a étudié le cheveu et il est arrivé à la conclusion que seule une personne sur 4500 pouvait avoir des cheveux avec les mêmes caractéristiques. Le sang sur la hache est de groupe A, le même que celui de la victime. À cette époque, les analyses ADN n'existent pas encore. Les experts recourent à une technique appelée électrophorèse. Ils exposent le sang à un champ électrique, ce qui leur permet de séparer puis d'identifier les enzymes. Le résultat est sans appel. Il s'agit bien du sang de la victime. La découverte, puis l'utilisation de la signature ADN appliquée aux affaires judiciaires ont révolutionné la criminalistique. Néanmoins, avant leur apparition, différentes techniques existaient pour identifier des éléments biologiques tels que le sang. Aujourd'hui, électrophorèse, chromatographie sont toujours largement utilisés dans les laboratoires de police scientifique pour analyser des indices matériels fins comme des débris d'explosifs, des traces de peinture ou des fragments d'alliage complexes. Leur principe consiste à séparer les différentes particules en fonction de leur charge électrique et d'obtenir ainsi l'empreinte chimique d'une molécule. Dans notre affaire, les experts cherchent à avoir confirmation que le sang retrouvé sur la hache utilisé par Brian Crew appartient bien à la victime. Seules 3 personnes sur 100 pouvaient avoir la même combinaison d'enzymes.
Et Bill Lowe's était l'une d'entre elles. Nous avions une arme dont nous pouvions dire avec certitude qu'elle avait servi à tuer Bill Lowe's. Mais les enquêteurs doivent encore prouver que Brian Crew est l'assassin. Ou peut-être s'agit-il en réalité de Michael Hale. Les preuves médico-légales indiquent que Bill Lowe's a été frappé à mort avec une hache retrouvée à quelques kilomètres de chez lui. Mais il n'y a aucune empreinte sur l'arme du crime. Les enquêteurs ne savent donc pas qui tenait l'arme. Michael Hale accuse Brian Crew. Mais Brian Crew nie les faits. Je peux vous regarder dans les yeux. Vous pouvez m'attacher à un détecteur de mensonges et je peux vous dire catégoriquement que je n'ai pas tué Bill Lowe's. Je n'ai pas comploté pour le tuer et je passerai tous les tests que vous voudrez. Brian Crew prétend que c'est Hale qui a tué son beau-père. Les enquêteurs saisissent donc les vêtements que les deux hommes portaient la nuit du meurtre pour les faire analyser. Il n'y a aucune trace de sang sur les vêtements de Michael Hale. S'il était impliqué dans le meurtre, il aurait eu du sang sur ses affaires. Mais sur le sweat et le jean de Brian Crew, les enquêteurs découvrent de minuscules éclaboussures de sang, des traces de sang qui correspondent tout à fait à celles que l'on observe lorsqu'une personne est violemment frappée. Et le sang est celui de Bill Lowe's. Le sang sur le sweat prouvait que la victime et le suspect avaient été ensemble à un moment donné et que la victime saignait. C'était très important. Brian Crew admet désormais qu'il était bien chez Bill Lowe's la nuit du meurtre, mais il plaide la légitime défense. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là? En fait, j'avais encore des affaires à moi chez lui et j'y suis allé pour les récupérer. Il a essayé de me frapper avec la hache. Je lui ai pris des mains et je l'ai frappé à la tête. Je l'ai frappé, mais je sais que je ne l'ai pas tué. Il respirait encore quand je l'ai mis dans son lit. Il était vivant quand j'ai quitté la maison. Brian Crew déclare que c'est Michael Hale qui est revenu plus tard sur les lieux et qui a tué son beau-père. Mais les preuves scientifiques contredisent sa version des faits. Il n'y a aucune preuve que l'agression ait eu lieu dans la cuisine, comme Brian Crew le prétend. S'il avait été frappé dans la cuisine, il y aurait dû avoir du sang dans cette pièce. Or, il n'y en avait pas. Et il y a d'autres incohérences dans son histoire. Vu sa façon de parler, je savais qu'il avait bu. Pourtant, le rapport toxicologique révèle que Bill Lowe's n'avait pas bu une seule goutte d'alcool ce soir-là. Il racontait des choses qui étaient fausses. Il ne disait pas la vérité. Quand quelqu'un ment comme ça, on se dit tout de suite que si cette personne ment, c'est forcément qu'elle a quelque chose à cacher. Raconter un mensonge aussi énorme, de dire qu'il était saoul alors que de toute évidence, ce n'était pas le cas, rien que ça, on se dit qu'il a vraiment quelque chose à cacher. Brian Crew est arrêté et inculpé du meurtre de son beau-père. Le procureur pense que son mobile était l'argent, qu'il a voulu tuer son beau-père avant que celui-ci ne décide de changer le nom du bénéficiaire de son assurance-vie. Les preuves indiquent que Brian Crew s'est faufilé jusqu'à la maison de Bill Lowe's et a regardé par la fenêtre de sa chambre pour vérifier qu'il était bien endormi. C'est là qu'il laisse une trace de pas dans la boue. Il pénètre ensuite dans la maison, prend la hache qu'il garde d'habitude près de lui pour se défendre et le frappe à mort. Les éclaboussures de sang sur les vêtements du jeune homme, les murs et le plafond de la chambre prouvent qu'il a tué Bill Lowe's dans cette même pièce. Il se débarrasse ensuite de l'arme du crime en la jetant sur le toit d'un bâtiment vide. Mais il a agi devant un témoin.
La police a conclu un marché avec Michael Hale. C'est devenu une balance, un mouchard. Appelez ça comme vous voudrez. Les jurés délibèrent pendant seulement 1 heure. Ils déclarent Brian Crew coupable de meurtre avec préméditation. Il est condamné à la prison à vie sans possibilité de remise de peine. Quant à Michael Hale, il est condamné pour entrave à la justice. Il ne passera qu'1 mois en prison. Le procureur n'a trouvé aucune preuve suggérant que la mère de Brian Crew était impliquée dans ce meurtre. Ma mère n'a rien à voir là-dedans. Au cours de notre interview, Brian Crew a menacé Michael Hale si un jour il sortait de prison. S'il y a une justice, Michael Hale paiera. Ce que je sais, c'est qu'un jour, je sortirai d'ici. S'il y a une justice dans ce monde, je sortirai un jour. Je retournerai peut-être en prison, mais cette fois, ce ne sera pas pour rien. Pour le procureur, c'est ce type de raisonnement qui a conduit Brian Crew en prison. Et il remercie la science d'avoir permis aux enquêteurs de le mettre derrière les barreaux. Au départ, on avait un cadavre dans un lit et on n'avait pas la moindre piste. Et au final, on s'est retrouvé avec un beau-fils qui en fait détestait son beau-père depuis longtemps et qui avait décidé de le tuer pour que sa mère touche de l'argent. Brian Crew a menti et on le savait. La preuve sur la scène de crime contredisait sa version des faits. Et les preuves, elles, ne mentent jamais. Si de futurs assassins ont suivi cette émission, j'espère qu'ils y réfléchiront à 2 fois avant de passer à l'acte. En effet, depuis une 30aine d'années, toute une batterie de nouvelles technologies permet à la police scientifique de résoudre des affaires autrefois insolubles. Autopsie, recherche d'empreintes digitales et d'ADN, analyse vocale, reconstitution faciale, microscope électronique, études balistiques et informatiques, identification des matériaux grâce au spectromètre de masse. Ces outils très sophistiqués permettent maintenant de voir l'invisible et de comprendre l'inimaginable. Merci de nous être fidèles. J'aurai plaisir à vous retrouver très prochainement sur cette antenne pour un nouvel épisode des Enquêtes Impossibles.